Bienvenue dans Portrait de criminel, le podcast qui explore les méandres des esprits les plus sombres de l'histoire criminelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'Amérique des années 1950, où un jeune homme, en quête de respect et de reconnaissance, va embrasser la violence pour marquer les esprits. Ce garçon, c'est Charles Starkweather. Son nom deviendra bientôt synonyme de terreur, au fil d'une cavale meurtrière qui secoua le pays. Que peut pousser un adolescent ordinaire à plonger dans une telle spirale de violence? Quelle blessure cachait-il derrière son allure de jeune rebelle? Découvrons ensemble l'histoire d'un esprit torturé, d'un destin tragique. Charles Starkweather naît le 24 novembre 1938 à Lincoln, dans le Nebraska, dans une famille modeste. Dès l'enfance, il est différent. Il souffre de genu varum, une déformation des jambes, qui, ajoutée à son bégaiement, fait de lui une cible idéale pour les moqueries. À l'école, Charles est isolé, moqué, humilié. Cette exclusion nourrit en lui une colère sourde, un sentiment d'injustice qui ne le quittera plus. Sa relation avec ses parents est empreinte d'incompréhension. Son père est souvent absent, occupé à de petits boulots pour faire vivre la famille, et sa mère, dépassée, ne semble pas voir la détresse de son fils. Charles se construit un monde à lui, où la violence devient un moyen de prouver son existence. Chaque jour, il rêve d'une vengeance sur ceux qui l'ont humilié. En grandissant, Charles s'imprègne d'un amour pour les icônes de la rébellion. Il devient obsédé par les personnages de gangsters qu'il admire au cinéma. Mais celui qui l'inspire le plus, c'est James Dean. L'acteur symbolise pour lui la rébellion, le courage et le mépris pour l'autorité, autant de valeurs qui semblent parfaitement résonner avec son propre ressentiment. En imitant James Dean, Charles adopte le blouson en cuir, la coiffure soignée et l'attitude d'un jeune homme rebelle. Il s'invente une vie de hors-la-loi, se forgeant un personnage de dur qui, dans son esprit, pourrait enfin lui apporter l'acceptation et le respect. Ce masque de violence, Charles le porte fièrement et il commence à voir le monde sous un nouvel angle. Celui de la haine et du mépris. Le crime et la violence ne lui font pas peur. Ils deviennent des moyens pour lui d'exister. Mais sa quête de respect et d'acceptation trouve un écho inattendu dans sa rencontre avec Caril Ann Fugate, une jeune fille de 13 ans qu'il rencontre en 1956. Entre eux, une relation passionnelle et toxique se crée rapidement. Caril devient pour lui une alliée, une complice, celle qui, malgré leurs différences d'âge, le comprend, le soutient. Ensemble, ils partagent des fantasmes de liberté, d'aventure et bien vite de rébellion contre un monde qu'ils jugent trop restrictif. Le 21 janvier 1958, Charles commet son premier meurtre. Après une dispute avec la famille de Caril, il entre dans une rage incontrôlable. Le père de Caril refuse leur relation et la tension monte rapidement. Charles réagit violemment. Il tue le beau-père de Caril, suivi de sa mère et de sa demi-sœur de 2 ans. C'est le début d'une spirale meurtrière. En commettant ce premier massacre, Charles franchit une ligne irréversible. Il devient, dans son esprit, l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. Impitoyable, redouté, libre des règles. Pour lui, ce n'est plus une simple fuite. Chaque meurtre devient une manière de prouver son existence, de défier la société. Charles et Caril partent alors sur les routes, laissant derrière eux des corps, des familles détruites, des innocents fauchés par leur rage. Durant les 11 jours qui suivent, le couple enchaîne les meurtres. Ils tuent sans motif apparent, frappant au hasard. Des victimes innocentes croisent leur route. Un couple de campeurs, un garagiste, un jeune homme qui s'arrête pour leur porter assistance. Pour Charles, chaque meurtre est une victoire personnelle, une preuve qu'il peut dominer, contrôler et échapper aux lois du monde qu'il a rejeté.
Il n'y a pas de remords, pas d'hésitation. Charles tue de sang-froid. Et sa complice Caril, malgré son jeune âge, semble l'accepter, le suivre aveuglément dans cette folie destructrice. Les journaux, horrifiés, commencent à suivre cette épopée meurtrière. Charles Starkweather devient une figure sombre, un nom associé à la peur, et Caril, sa complice, symbolise une jeunesse prête à tout pour s'affranchir des règles. Pour comprendre Charles Starkweather, il faut plonger dans un esprit tourmenté, façonné par la souffrance, le rejet et une soif de vengeance. Dès son enfance, Charles ressent une profonde infériorité, alimentée par les humiliations et les moqueries. Son mal-être s'intensifie à mesure qu'il grandit, le poussant à rechercher des modèles de puissance, des figures capables de défier le monde. La violence, pour lui, devient une réponse naturelle, un moyen de prendre le contrôle de son existence. Son obsession pour James Dean et les personnages de gangsters révèle une soif de reconnaissance, un besoin désespéré de respect. Mais cette admiration se transforme en auto-justification de la violence. Charles se convainc que ses actes sont des réponses légitimes à un monde injuste. Pour lui, chaque victime représente une revanche sur une société qu'il a ignorée, une société qui, selon lui, mérite sa vengeance. Dans sa relation avec Caril, Charles trouve un soutien malsain, une complice prête à l'accepter dans sa folie. Leur lien devient toxique, renforçant chez lui le sentiment qu'il est invincible, libre de toute contrainte morale. Ensemble, ils se voient comme des rebelles, des fugitifs échappant aux règles. Mais cette vision est une pure illusion, un fantasme dangereux où chaque meurtre devient un acte de défi. Les experts qui étudient son cas concluent qu'il présente les traits d'un trouble de la personnalité antisociale. Sa capacité à déshumaniser les autres, son absence totale de remords et sa vision narcissique du monde illustrent une déconnexion avec la réalité. Charles ne se voit pas comme un criminel, mais comme un homme qui a pour une fois le contrôle sur son destin. Le 29 janvier 1958, après des jours d'angoisse et de chasse à l'homme, l'Amérique entière retient son souffle. Charles Starkweather, 19 ans, et Caril Fugate, sa jeune complice de 14 ans, sont sur le point d'être capturés. Leurs crimes ont horrifié le pays. Au fil de leur cavale, ils ont laissé derrière eux une dizaine de victimes et un pays en état de choc. La peur a envahi les petites villes du Nebraska et du Wyoming, là où Charles et Caril ont fait couler le sang. Désormais, chaque famille craint de croiser leur chemin. Chaque coin de rue est synonyme de danger. La cavale prend fin dans une modeste station-service, un endroit qui, en d'autres circonstances, passerait inaperçu. Mais ce jour-là, c'est au milieu de cette station en apparence tranquille que Charles et Caril vont faire face aux conséquences de leur série de meurtres. Il est tôt le matin. La lumière est encore tamisée. Une brume légère recouvre la route poussiéreuse. Charles, fatigué par les jours de fuite, décide de s'arrêter pour faire le plein d'essence. Mais l'ambiance est étrange. La station est calme, presque trop calme, et le silence pèse. Charles, qui commence à sentir le poids de sa cavale, n'a pas conscience que le piège se referme sur lui. Pendant qu'il attend dans la voiture, il sent quelque chose d'anormal, une tension dans l'air. Au loin, un policier approche. Lentement, il avance, le regard rivé sur la voiture de Charles. Ce dernier sent son cœur battre de plus en plus fort, mais il essaye de rester calme. Caril, elle, est assise à ses côtés, immobile, les yeux grands ouverts, le visage blême. C'est alors que Charles prend une décision rapide. Il démarre le moteur et tente de s'échapper une fois de plus. Mais cette fois-ci, il est entouré. Les pneus crissent,
le bruit secoue la quiétude de la station-service. D'autres véhicules de police surgissent pour bloquer la route, formant un cercle autour de la voiture. Les agents, sortant de leur véhicule, brandissent leurs armes, tous prêts à agir. La tension est à son comble. Chaque mouvement compte. Chaque respiration est suspendue. Charles, voyant qu'il n'a plus d'issue, comprend que c'est la fin de sa cavale. Il sort de la voiture, les mains levées, fixant la police d'un regard dénué d'émotion, presque défiant. Son visage ne montre aucune peur, juste une froideur glaçante, un calme déroutant. L'arrestation est relayée instantanément par les médias. Des caméras filment la scène, capturant chaque détail, chaque expression de ce jeune homme devenu l'ennemi public numéro 1. Les photographes se pressent pour immortaliser ce moment, pour saisir l'image de celui qui a semé la terreur dans le cœur de l'Amérique. Les journalistes scrutent chaque geste de Charles, tentant de percer à jour cet adolescent apparemment sans émotion. Les foules se rassemblent, choquées et captivées par ce spectacle. L'arrestation de Charles Starkweather est bien plus qu'un simple fait divers. Elle incarne les peurs et les questionnements d'une société qui se demande comment un garçon de leur époque, d'apparence banale, a pouvoir basculer dans une violence aussi extrême. L'arrogance calme de Charles, sa nonchalance face aux autorités et surtout son âge si jeune soulèvent un mélange de fascination et de répulsion. Au commissariat, alors qu'il est menotté et entouré de policiers, Charles Starkweather reste d'un calme impressionnant. Il observe les agents qui l'entourent avec un regard vide, comme si cette scène le laissait indifférent. Il répond aux questions avec une voix posée, dépourvue de tout souvenir, de toute émotion. À certains moments, on pourrait presque croire qu'il est fier de ce qu'il a accompli, comme s'il savourait l'attention qu'il reçoit, l'importance soudaine qu'il a dans l'esprit des autres. Carrie-Anne, elle, est différente. Elle est accablée, apeurée et ne cache pas sa panique. Elle a perdu le contrôle et son visage trahit l'angoisse qu'elle ressent en réalisant les conséquences de leurs actions. Elle est emmenée à part, consultée par des policiers qui tentent de comprendre son rôle dans cette série de crimes. Lorsque le procès de Charles Starkweather débute, il attire l'attention de tout le pays. La salle d'audience est comble. Journalistes, curieux et familles des victimes remplissent les bancs. Tous veulent assister au dénouement de cette affaire qui les a tant marqués. Le jeune homme arrive menotté, vêtu d'un costume simple. Il marche d'un pas calme, un léger sourire aux lèvres, comme s'il savourait l'attention qu'on lui accorde. Durant le procès, Charles reste calme et détaché, presque indifférent aux accusations portées contre lui. Il adopte une attitude de défi, voire d'arrogance. Les témoignages, les preuves, les récits des meurtres qu'il a commis ne semblent pas l'affecter. Son expression glaciale, qui ne reflète aucun regret, laisse la salle stupéfaite et mal à l'aise. Les jurés et le public observant cet adolescent, tentant de comprendre comment un être humain peut faire preuve d'un tel détachement face aux vies qu'il a brisées. Charles essaie de se défendre, affirmant que Carrie avait une part active dans les événements, qu'elle n'était pas la simple complice passive qu'elle prétend être. Cependant, les preuves s'accumulent et les jurés voient clair dans son jeu. Son charisme macabre ne suffit pas à masquer l'horreur de ses actes. Après des jours de témoignages et d'arguments, le verdict tombe. Charles Starkweather est reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine capitale. Carrie-Anne Fugate, en raison de son jeune âge et de son rôle moins direct, est condamnée à la prison. Elle échappera ainsi à la peine de mort, mais son avenir est scellé par cette condamnation. Charles, pourtant, ne montre aucun signe de peur ou de regret lorsqu'il apprend son sort. Pour lui,
Ce jugement semble n'être qu'une étape de plus dans une histoire où il est le protagoniste, le centre de l'attention. Il sait que son nom est gravé dans les mémoires, que son visage hantera les journaux et les esprits pour longtemps. Son attitude défiante et froide jusqu'au bout fait de lui une figure de cauchemar, un symbole de la folie humaine. Le 25 juin 1959, à peine un an après sa capture, Charles Starkweather est exécuté. Il n'a que 20 ans, mais son histoire a déjà marqué l'Amérique. Jusqu'à ses derniers instants, il reste fidèle à son image, impassible, presque détaché face à son destin. Ceux qui l'ont observé dans ces derniers jours racontent qu'il n'a jamais exprimé de remords pour ses actes, qu'il a conservé ce calme glaçant, cette froideur qui le caractérisait. Pour les familles des victimes, l'exécution de Charles représente une forme de justice, même si rien ne pourra effacer la douleur qu'il a provoquée. Sa complice, Caril, passera plusieurs années en prison avant d'être libérée. Elle tente de reconstruire sa vie loin de l'ombre de ce passé sombre, mais son nom reste associé pour toujours à celui de Charles Starkweather. La capture de Charles Starkweather et la fin de sa cavalière ne marquent pas seulement l'arrêt d'une série de meurtres. Elle symbolise la chute d'un jeune homme perdu, un adolescent qui, dans sa quête de reconnaissance et de puissance, a plongé dans l'horreur. L'Amérique, choquée, réalise qu'un tel monstre peut naître dans ses propres rangs, qu'une simple marginalisation peut transformer un adolescent en figure de terreur. L'histoire de Charles Starkweather est celle d'un esprit tourmenté, d'une personnalité brisée par la solitude, la colère et un désir de revanche. Sa cavale meurtrière, son procès médiatisé et sa fin tragique resteront gravés dans l'histoire criminelle des États-Unis comme un sombre rappel de la capacité de destruction qui peut cacher un cœur humain en quête de reconnaissance. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire de Charles Starkweather, une tragédie marquée par la violence et le désespoir. Ce jeune homme, devenu monstre, a emporté avec lui l'innocence de ceux qu'il a croisés sur son chemin. Son nom est désormais gravé dans les annales de l'histoire criminelle, serviteur de sombres rappels à la noirceur qui peut se dissimuler dans les recoins les plus inattendus de l'âme humaine. Car souvent, le véritable péril ne provient pas de l'inconnu, mais de ceux que l'on croit connaître. Merci d'avoir écouté cet épisode de Portrait criminel. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains récits. À très bientôt pour un nouveau portrait. Et d'ici là, gardez à l'esprit que le mal peut surgir là où l'on s'y attend le moins.